Chers abonnés, chers internautes, merci de nous recevoir chez vous. On se retrouve encore dans le cadre de votre émission Entretien et on reçoit sur ce plateau le docteur Éric Simon Ziobian, président de la plateforme de cercle de réflexion populaire sur la transition. Vous l'avez connu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de poser toutes les questions que les Gabonais se posent aujourd'hui. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Alors, le docteur Eric Simon Ziobian qui a mis en place avec un groupe de Gabonais le cercle de réflexion populaire sur la transition. Vous avez marqué le peuple avec votre discours de tout à fait. Et aujourd'hui, on se demande qui est le docteur Simon Eric Ziobian. Qui est le docteur Éric Simon Ziobian? Bien, je suis docteur Éric Simon Ziobian, je suis natif du village de Timazok, à Bitam. Ah, Je suis donc du département d'Untem, je suis de Bitam, je suis fan. Je suis docteur en philosophie, je suis principalement au scénariste et il m'arrive de donner des cours dans les universités, notamment gabonaises. Et je suis détenteur de bien d'autres diplômes, des masters par exemple, en sciences sociales et en communication. Et puis, voilà, je suis président du cercle de réflexion populaire sur la transition. Je crois qu'il est très difficile pour moi de parler de moi-même. Le mieux serait que vous me posiez des questions précises sur ma vie, parce qu'elle est longue. J'ai appris, par exemple, à Port-Gentil, où j'ai fait mon cycle primaire jusqu'à à l'école urbaine groupe 3. Et puis, j'ai fait de la 6e en 4e au lycée d'État de Port-Gentil. Par exemple, à l'époque où Ligingema aussi était élève dans ce lycée, dans les années 90. Et j'étais... non, on n'a pas spécialement, je n'ai pas de souvenir de sa présence, mais en lisant un peu son histoire, j'ai compris que nous étions au lycée d'État de Port-Gentil en même temps, donc à la même période. Voilà, et puis après, je suis allé faire ma 3e au CS de Bitam. Après la 3e, je suis arrivé au lycée d'application Nelson Mandela, où j'ai eu mon bac. Et je suis allé à l'UOB. J'ai fait mes 4 ans à l'UOB avant d'aller poursuivre mes études en France, des études de philosophie, sciences sociales, communication, comme je viens de vous le dire. Et je suis donc au Gabon depuis 2009, où je suis principalement, j'exerce au Sénat-Est. Je suis auteur d'un certain nombre de textes, de publications. Et la dernière publication concerne l'ouverture des frontières, partant des valeurs de la philosophie, des valeurs religieuses chrétiennes. Donc, le titre, si vous voulez que je sois précis, c'est les valeurs religieuses viatiques à l'ouverture des frontières. Donc, vous pouvez trouver ce texte sur le net. Voilà, donc ça c'est professionnellement parlant. Ma vie privée, c'est que je suis marié, puis je suis issu d'une fratrie, d'une grande famille. Mon père était instituteur. Ma mère n'avait jamais travaillé, elle est encore vivante, mais mon défunt père était instituteur. Je suis issu d'une famille de au minimum 22 personnes, c'est-à-dire 22 enfants. Mon père avait 2 femmes. Et donc, c'est dans ce contexte familial que j'ai grandi. C'est vrai que je suis parti de la maison familiale, je n'avais que 12 ans. Mon oncle maternel est passé me chercher et j'ai vécu avec lui à Port-Gentil, à Libreville. Et après, une fois j'ai eu mon bac, j'ai commencé à louer. Je n'étais même pas boursé d'ailleurs. J'ai commencé à louer. Je louais tout en haut, tout en bas, dans les bas quartiers de Libreville, notamment, pour ne pas citer ces quartiers-là, Mtsenkeled, derrière l'université, de la prison, pour ne citer que ces quartiers. Donc, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste. Donc, il m'est arrivé de manquer de beaucoup de choses dans ma vie. Il m'est arrivé de dormir 3 jours sans manger. Il m'est arrivé de taper la banne, comme on dit au quartier, c'est-à-dire que tu prends le taxi
et tu ne payes pas le taxi après parce que tu n'as pas 100 francs, tu es obligé de fuir dans les bas-fonds. Et il m'est arrivé de m'acheter de l'huile chez le Malien ou chez le boutiquier d'à côté à 100 francs un petit sachet, de dormir avec le pain au beurre, le pain au chocolat. À l'époque, ça coûtait 75 francs, c'est monté à 100 francs. Je sais qu'aujourd'hui, c'est 125, 150 francs. Il m'est arrivé effectivement de dormir qu'avec du riz. Le café misère, j'ai connu. Il m'est arrivé d'aller travailler au port de Vendo ou au port Molle, aller soulever les sacs de taro, les sacs de riz. Alors aujourd'hui, Donc vous avez voilà. tout connu et vous êtes spécialisé en communication et en philosophie, c'est ça? Alors, le cercle de réflexion populaire sur la transition, quel est l'objectif? Quelles sont ses missions? Le cercle de réflexion populaire, il faut d'abord rappeler que c'est un cercle qui regroupe un certain nombre de leaders de tous horizons. Vous avez des syndicalistes, des intellectuels, des religieux, des politiques, des intellectuels. Donc vous avez donc c'est un cercle hétéroclite. La seule ambition de ce cercle, de ce cercle est simplement de évaluer la transition, de suivre la transition du bout en bout, donc du départ à l'arrivée. Donc pour évaluer au quotidien, populairement parlant, la transition. En d'autres termes, c'est avec l'appui des populations que nous examinons le déroulement de la transition. D'ailleurs, depuis février 2024, vous êtes sur le terrain à la rencontre des populations. Oui. Lors de votre première sortie, vous avez tenu un discours fort appelant aux autorités de la transition de ne pas aller dans les mêmes couloirs que le pouvoir déchu. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de la transition, vos cercles de réflexion populaire sur la transition? Bien, il faut dire que lorsque nous avons fait ce discours, ce n'était que peut-être le deuxième ou le troisième discours du 24 mai. La réalité est que dès le mois de septembre 2023, c'est-à-dire quelques semaines après la prise du pouvoir par les militaires, j'ai été l'un des rares à passer sur les plateaux de télévision, notamment sur la chaîne Télé Africa, les éléments existent, où j'ai démontré qu'il aurait fallu que les militaires assument pleinement leur transition, qu'ils n'avaient pas besoin d'inclure, de s'appuyer sur les politiques que nous sommes, sur les civils, parce qu'en réalité, tout le monde est d'accord que les civils que nous sommes, les politiques que nous étions à l'époque, avons échoué. Et donc, si on devait faire une transition pleine et capable de ramener d'abord la discipline dans ce pays, parce que je suis convaincu que ce qui a le plus fait défaut à notre pays, c'est la discipline, c'est l'indiscipline, si vous voulez. Et donc, il aurait été, à mon sens, plus judicieux de laisser les militaires gérer pleinement cette transition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, vous savez, dès lors que nous acceptons une méthode de travail dans le départ, la méthode en question, c'est l'inclusion. C'est le président de la transition, le CTRI, qui l'ont prôné. Dès lors qu'on accepte, on accepte tout ce qui peut en découler comme conséquence après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous avons certaines erreurs qui se répètent, des erreurs du passé qui se répètent, ça veut dire simplement que nous devons les accepter et les corriger au fur et à mesure parce que ceux qui ont commis ces erreurs avant la transition, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui en train de les recommettre, mais en espérant que le président de la transition prenne véritablement la décision, en toute âme et conscience, de mettre fin un jour à tout cela. Mais je le comprends. Je comprends pourquoi il fait dans l'inclusion. Il fait dans l'inclusion parce que, vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Il fait dans l'inclusion parce que, vous savez, on ne peut pas créer des cadres dans un pays aussi peu peuplé, on ne va pas les trouver quelque part comme ça, les cadres. Ce sont ceux qui étaient là, ceux qui étaient à l'école, ceux qui étaient au chômage, ce sont les mêmes qui, malheureusement, dans les 2 ans qui devaient constituer la transition gabonaise, avaient
l'ambition, la mission même de travailler cette transition avec, avec l'idée que ce soit effectivement le président de la transition qui impose, qui imprime sa touche, qui impose sa discipline. Et je pense que ce n'est que comme cela que on pouvait penser avoir une transition totalement aboutie. Votre question essaie de savoir quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Mais il est difficile de faire le bilan à mi-parcours, si ce n'est que dire que pour le moment, la transition se passe bien. Pourquoi? Parce que le chronogramme euh, euh, énoncé par le CTRI, par le président, est respecté. Nous sommes partis de la formation des institutions hétéroclitement formées. Nous sommes passés par le dialogue national inclusif. Nous sommes passés par la rédaction du code de la constitution, du code électoral, etc. Donc, tout est sans oublier le référendum qui a été déjà organisé. Donc, vous comprenez que tout ce qui avait été prévu pour réussir cette transition a déjà été fait. Mais pour moi, je dois dire que la réussite ne sera pleine que si et seulement si nous sortons de la transition et revenir à l'ordre constitutionnel de manière apaisée, tranquille et calme, sans qu'il y ait des contestations derrière, sans qu'il y ait des couvre-feux, sans qu'il y ait de la violence. Donc, vous comprenez, c'est pour moi la grande réussite parce que si jamais nous n'arrivons pas à ce résultat, et que nous retombions dans les travers du passé, c'est comme si on n'avait pas fait cette transition. Et donc, je crois qu'il est temps, on est à 2 mois encore de la fin de cette transition, on a encore le temps de construire tout cela, on a le temps de faire en sorte que nous sortions de cette transition de manière vraiment, comme j'étais en train de le dire, apaisée pour que À 2 mois, voilà. vous dites qu'il est possible d'éviter encore tout cela en construisant cela. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les dispositions à prendre? Quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place? Non, je crois que la première chose à faire, c'est que tous les Gabonais, tous les acteurs prennent conscience de la mission impérieuse qui est la nôtre, à savoir celle de sortir de cette transition grandie. En d'autres termes, que chacun soit capable de faire un auto-examen, une introspection qui lui permette de voir qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou qu'est-ce qu'il devrait faire pour que la transition réussisse. En 2 ans, tout le monde ne pouvait pas tout faire. Je veux dire simplement par là que, vous savez, la société civile a été impliquée. Les politiques ont été impliqués dans la gestion du pays, pendant la transition, je veux dire. Les religions ont été impliquées, les intellectuels, les militaires eux-mêmes, les magistrats, toutes les forces vives de la nation ont été impliquées dans la gestion de la transition. À chacun donc de se poser la question de savoir est-ce que, à mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour sortir de la transition de manière calme, tranquille et apaisée. Donc, ça commence par là, une prise de conscience et une introspection personnelle. Ensuite, la deuxième exigence, à mon avis, c'est que chacun de ces candidats qui vont concourir soit prêt à accepter le résultat des élections. Parce que la démocratie, c'est cela. C'est de savoir accepter que là, je n'ai pas eu, je n'ai pas gagné, l'autre a gagné, que je sois capable de l'appeler pour le féliciter. Ça, c'est la deuxième. D'accord, mais docteur, on va d'abord mettre de côté les élections, on va y arriver doucement. On voudrait d'abord parler de 3 points forts qu'a constitué la transition et qui a commencé à faire bouger le peuple, on va dire aujourd'hui, qu'on parle, on essaye d'aller vers une situation apaisante. C'est à cause de 3 situations aujourd'hui qui fait couler beaucoup de salive auprès de la société civile, auprès des politiques. Ce sont les lois qui ont été prises, je veux dire, la Constitution et le nouveau code électoral. Vos cercles de réflexion populaire sur la transition, que pensez-vous de la nouvelle Constitution qui a été votée le 16 novembre dernier? Il y a des articles qui sont querellés aujourd'hui. Vous qui réfléchissez justement par rapport à ce qui se passe dans la transition, quelle est l'analyse que vous faites? Vous savez, moi j'ai toujours été pour la loi de la majorité. Ça a toujours guidé ma vie.
depuis ma famille, depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, la loi de la majorité. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis issu d'une grande famille. Dans cette famille, lorsque nous avons un problème qui se pose, la majorité l'emporte. Et j'ai dit aussi au départ que nous avons choisi, nous avons accepté avec le général de brigade une méthode, l'inclusion. Alors, cette inclusion a fait qu'il y ait un processus, une procédure pour arriver à la rédaction du code électoral. Et ce qui fait que, malheureusement, n'en déplaise à ces détracteurs, il faut savoir subir la dictature de la démocratie. Le référendum du 16 novembre dernier doit pouvoir faire taire toutes les querelles de cette nature, puisque la Constitution, nous l'avons votée majoritairement à près de 93%. Donc, ce qui fait que ça laissait libre cours à cette équipe. Non, mais avec un taux d'abstention, on peut expliquer l'abstention, ça s'explique. Nous n'avons malheureusement pas le temps matériel pour le faire, mais on peut expliquer le taux d'abstention qui était, entre guillemets, élevé. Mais ce que je souhaite, c'est que nous comprenions que en démocratie, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et que nous apprenions aussi à subir la loi de la majorité. Est-ce que la majorité aujourd'hui est pour que le président actuel de la transition soit candidat? Normalement, on devrait pouvoir avoir des instituts de sondage pour savoir. Deuxièmement, est-ce que la Constitution lui permet de l'être? Si oui, nous n'avons pas le choix qu'il le devienne, qu'il le soit. Troisième chose encore, c'est que chacun de nous a sa part de responsabilité devant l'histoire. Il appartient à chaque citoyen, à chaque Gabonais de prendre ses responsabilités. Et le président est un homme conséquent. S'il estime qu'il peut être candidat aujourd'hui et bien diriger le pays, qu'il se présente. Si on n'est pas d'accord, on ne vote pas pour lui. Et c'est ça la démocratie. C'est qu'on est capable de voter pour ou contre. C'est de ça qu'il s'agit. D'aucuns penseraient qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui ont été mises en place, on pratique désormais au Gabon une démocratie exclusive. On prendrait le cas, par exemple, dans le nouveau code électoral, la caution pour l'élection présidentielle qui est passée de 10 millions à 30 millions de francs CFA, la caution pour les législatives de 300 000 à 1 million de francs CFA. On a l'impression aujourd'hui qu'on pratique une démocratie exclusive qui n'appartient qu'à une classe privilégiée. Bien, moi je vais peut-être me répéter en vous disant que je suis pour la loi de la démocratie, la loi de la majorité. Malheureusement, ce sont les faits et les faits sont têtus. Nous devons savoir nous soumettre à la loi de la majorité. Nous avons validé le 16 novembre l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous l'avons adoptée et cette constitution a permis qu'on arrive à la rédaction d'un code électoral. Nous nous soumettons à ce code électoral. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus le droit de dire je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Parce qu'en réalité, j'ai eu le temps de le faire pendant la campagne référendaire, où j'aurais pu demander à voter pour le non ou appeler à voter pour le oui. Dès lors que les élections sont passées, pourquoi revenir là-dessus? Vous savez, c'est certainement ça qui cause problème dans nos pays. Parce qu'on cherche toujours à ressasser le passé, à remuer toujours le couteau dans la plaie pour savoir qu'est-ce qui fait que ceux qui ont des ambitions se donnent les moyens de leurs ambitions. Vous savez, j'aime bien Sarkozy. Sarkozy dit ceci: si tu as une ambition, donne-toi les moyens à la hauteur de cette ambition-là. Donc, ceux qui veulent, moi aujourd'hui, je n'ai pas 30 millions, je n'ai même pas 2 millions, je n'ai même pas 1 million. Je ne peux être ni candidat à l'élection présidentielle, ni candidat aux élections législatives. Je prends mon mal en patience, en comptant sur mon travail, en comptant sur le caractère juste de notre société qui saura récompenser les efforts, en comptant aussi sur Dieu qui me permettra certainement que je me fasse une petite place un jour, que j'ai un peu de moyens, pour que peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, que je me présente à une élection. Donc, tout ceci aussi, c'est dans le destin de Dieu. Donc, comprenez que aucune loi ne peut satisfaire tout le monde. D'accord. Donc, inutile de poursuivre.
Avant de parler des prochaines élections présidentielles, on s'approche, nous sommes en fin février, en mars, c'est le dépôt des candidatures. Que pensez-vous des appels à candidature, ci et là, qu'on fait au président de la transition actuelle, sachant que l'article 25, alinéa 2 de la charte de la transition disait ou dit que tout acteur, tout membre du gouvernement tout membre du gouvernement de la transition ne saurait se présenter à une élection au sortir de la transition. Lui, président de la transition, ayant accumulé les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Défense, et lors de sa prestation de serment, le 4 septembre 2023, il avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Est-ce que vous ne pensez pas que ces appels à candidature amènent le président de la transition à enfreindre les lois et à se parachuter? Madame, moi je vais vous dire, je vais faire une confidence. Ce qui m'intéresse, moi, Éric Simon Diobian, fils de ce pays, natif de Bitam, de Timazok, un village qui n'a pas encore toutes les infrastructures, toutes les structures nécessaires pour son rayonnement. Ce qui m'intéresse, c'est le développement de ce pays. Si vous m'avez souvent suivi, je n'ai jamais été pour ou contre tout un système particulier, je veux dire un système politique, ou comment vous appelez ça, un régime particulier, ni pour présidentiel, dictature, etc. Ce qui m'intéresse moi, c'est le développement du Gabon. Vous avez Dubaï. Dubaï est une dictature, une monarchie si vous voulez, mais Dubaï est développé, très développé, peut-être même plus développé que certains pays démocratiques. Vous avez Bitam qui vient d'avoir l'électricité, qui va avoir l'électricité comme il faut. Voilà ce qui m'intéresse. Si chez moi, je peux avoir un lycée à Timazok pour que mes petits-neveux, mes enfants ne partent plus à Bitam à plus de 15 km de là, voilà ce qui m'intéresse. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas. Ça veut dire que est-ce que ceux qui vont se présenter sont capables de développer mon pays, améliorer mon quotidien? C'est ma préoccupation première. C'est la préoccupation des Gabonais. Savoir si eux, ils peuvent trouver leur compte dans ce qui va se faire. Je crois que nous devons arrêter avec ce débat que je considère d'inutile parce que savoir est-ce que tel a le droit de se présenter, est-ce que tel n'a pas le droit de se présenter, etc. Nous avons l'obligation, nous Gabonais, de créer notre propre modèle, à condition que ceux qui vont diriger ce pays dans les 7 prochaines années soient ceux-là qui pensent uniquement Gabon d'abord, qui pensent aux intérêts des Gabonais. Je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté à une scène hier. Je passais par derrière la prison. J'ai vu, pendant que je me garais pour prendre le carburant à la station de derrière la prison, 3 petits-enfants de 5, 6 et peut-être 7 ans s'approchent de moi pour venir me demander 100 francs parce qu'ils ont faim. Madame, moi j'ai eu des larmes aux yeux. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai eu des larmes aux yeux. Voilà, est-ce que vous pensez que ces enfants-là sont là à se poser des questions de savoir qui sera président, qui ne sera pas président demain? Ils veulent quelqu'un qui assure leur avenir. Alors, si c'est le président Oligui Nguema qui est capable d'assurer cet avenir, qu'il soit candidat. Est-ce que vous estimez donc que le Gabon vit en vase clos quand on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà 3 plaintes déposées contre la candidature du président de la transition au niveau de la Cour pénale internationale et aujourd'hui à l'Union africaine? Mais quelles sont les dispositions? La charte de l'Union africaine, par exemple, le Gabon l'a signée sans ratifier. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas contraints de nous soumettre à ça. Recevable Attendez, oui, mais recevable, ça ne veut pas dire que ça a prospéré. Même moi, si je veux me plaindre de quelque chose aujourd'hui, on me reçoit au tribunal, mais le tribunal va s'asseoir, examiner, donc va avoir des audiences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, voyez-vous, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que mon pays a des institutions fortes. En d'autres termes, est-ce que au soir du 12 avril prochain, la Cour constitutionnelle est capable de dire, de lire le droit, rien que le droit? C'est ce qui me préoccupe. J'étais en train de vous dire que c'est le modèle gabonais. Moi, je suis de ceux qui rêvent d'un modèle gabonais. Je ne suis pas de ceux qui rêvent de prendre le modèle de X ou de Y parce que nous n'allons jamais bien faire sur des modèles que nous on aura choisis d'ailleurs.
il serait bien que nous ayons notre propre modèle. Si vous m'aviez suivi, par exemple, pendant le dialogue national inclusif, si vous m'avez suivi dans certaines émissions, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait qu'on crée notre propre modèle. Donc, et moi, comme je n'ai pas gagné à ce niveau, j'ai été au dialogue national inclusif, à la télévision, j'ai donné des opinions, et dans mes différentes sorties, j'ai donné mon opinion. Ça n'a pas été pris en compte. Je me soumets à la loi de la majorité. Qu'est-ce que la majorité a voulu? La majorité a voulu que par exemple, le président de la transition puisse se présenter. Et vous avez même parlé des appels à la candidature. Donc, ils sont nombreux, ceux qui souhaitent qu'il se présente. Donc, vous comprenez, moi, je ne suis pas là à juger ce que les autres font en bien ou en mal quand il s'agit du respect des libertés individuelles. Et je peux vous dire que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la politique autrement. C'est pour ça que je ne fais pas des appels à la candidature, mais je suis prêt à soutenir le président parce que je crois que la transition est le moment de montrer l'exemple, de constituer l'exemple, de dire que nous avons mal fait hier, voici ce qu'on aurait voulu qu'il soit fait, voilà comment faire. Et c'est ça que moi je fais. Si vous me suivez bien, je fais comme j'aimerais bien que ça soit fait. Ça veut dire que j'estime que le président a bien travaillé ces 2 ans de transition et que la loi lui permet d'être candidat et que, en tout temps mes consciences, s'il souhaite l'être ou alors s'il pense qu'il doit satisfaire ceux qui lui demandent de se présenter, qu'il se présente. À ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est de le soutenir parce que j'aurais au moins une base. La base, c'est ce qu'il a fait pendant les 2 ans. Et je crois que c'est ce qui doit intéresser le vrai homme politique aujourd'hui. Parce que, ne serait-ce que par devoir moral, nous devons éviter de faire la même chose que ce qui se faisait hier. Ne serait-ce que par devoir moral. D'accord. Et ces appels à candidature ne sont pas déjà coutumes dans notre pays. Vous avez parlé dans votre premier discours d'éviter de faire dans la même. C'était juste une parenthèse. Lorsque vous parlez du bilan de la transition euh, durant ces 20 mois aujourd'hui que nous avons connu de la transition, le président a mis en place plusieurs projets. Aujourd'hui, d'autres n'ont pas vu le jour. Ceux qui sont surtout visibles sont des projets infrastructurels qu'on voit partout dans le Gabon. Mais n'oublions pas aussi qu'il a appelé les Gabonais des chômeurs à déposer leur dossier auprès de la fonction publique il avait dégagé un certain nombre de postes dans différents ministères. Il avait ramené la bourse au secondaire et la dette qui est passée de 7 000 milliards aujourd'hui à plus de 10 000 milliards. La bourse au secondaire qui se fait au lance-pierre parce que on va dire que le processus d'octroi à la bourse n'est pas respecté. Aujourd'hui, on va donner la bourse du premier trimestre, on ne donne pas la bourse de passage, on ne donne pas la bourse du troisième trimestre de l'année qui vient de s'achever. Donc, on a l'impression que cela se fait au lance-pierre. Les plus de 100 000 dossiers qui ont été déposés au niveau de la fonction publique, ils se sont désormais aujourd'hui constitués en une association de chômeurs qui réclament leur droit aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'éléphants blancs que les gens n'ont pas envie de voir et que les détracteurs de ce PRI utilisent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une autre personne pourrait venir continuer ces chantiers? Écoutez, moi je pense que vous me donnez là l'occasion de stigmatiser, alors là même de condamner l'attitude et le comportement de certains collaborateurs du chef de l'État. Vous savez, il n'y a pas de confusion à faire entre la vision, la volonté et l'improvisation. J'ai envie de dire ceci. Le président a la vision, la volonté, mais ceux qui l'entourent déversent dans l'improvisation juste par volonté de funambélisme ou d'atalapouisme, comme on dit au Gabon. C'est-à-dire que vous avez là quelqu'un qui arrive, qui prend le pouvoir, qui souffre d'avoir vécu, n'est-ce pas, d'avoir vécu en live, comme on dit chez les autres, les souffrances des Gabonais, de les avoir vues de très près. Il veut bien faire, il arrive, dit bon, je vais remédier à tout cela, il arrive, mais ceux qui sont autour ont le devoir, et c'est ça mon devoir, et c'est pour ça que le discours du 24 mai 2024 était un discours fondateur. Et vous allez remarquer que tout ce que nous avons dit dedans,
c'est ce que les autres disent aujourd'hui. Parce que nous avons commencé, nous avons vu dès le départ, même les expressions comme les ennemis de la transition, c'est nous. Nous les avons vus dès le départ arriver parce que nous savions que malheureusement, le président est entouré que des profitos situationnistes. Les gens qui n'arrivent pas à lui dire, Monsieur le Président, ça là, ce n'est pas bien. Et c'est vrai, on a dressé un tableau noir de nous auprès du président, un peu partout, pour dire que voici des gens qui ne vous soutiennent pas, alors qu'en réalité, nous avons même commis un texte récemment. C'est quoi être un soutien de l'Oliguingema? C'est pouvoir lui dire la vérité quand cela est nécessaire. Même quand ça fait mal, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité sur, par exemple, que Monsieur le Président, on aurait fait mieux de faire, par exemple, de donner l'argent comme est sur la bourse des élèves, on aurait dû l'utiliser pour le travail, pour créer de l'emploi aux élèves. On aurait pu dire, par exemple, au président, Monsieur le Président, au lieu d'aller construire tel quartier, on ferait mieux de mettre cet argent, par exemple, dans comment rehausser le panier de la ménagère, etc. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui sont autour du président n'arrivent pas à lui dire les priorités des Gabonais. Et c'est ce que je trouve de dommage. Et lorsque vous regardez le président dans son attitude, vous voyez quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'engagé à améliorer les produits. Ce qui fait que quand vous arrivez, Monsieur le Président, on peut faire telle route, il n'hésite pas un seul instant. Il veut faire la route, mais c'est là un bâtisseur. Mais ceux qui sont autour de lui se doivent de lui dire, Monsieur le Président, on va évaluer d'abord. Est-ce que vous savez, par exemple, que depuis 2 mois, les salaires des fonctionnaires sont diminués, sont prélevés? Moi, j'ai été prélevé d'une certaine somme, à peu près de 60 000 francs, sur mon salaire. Depuis 2 mois, oui, je vous l'apprends. Sans explication, et je ne suis pas sûr que le président le sait. Je ne suis pas sûr qu'il le sait. Donc, vous comprenez, par exemple, que là, nous vivons, c'est comme s'il y avait des boycotteurs de l'action du chef de l'État quelque part. C'est comme s'il y avait des gens qui voulaient absolument boycotter ce qu'il fait. Mais c'est justement la raison pour laquelle nous ne cessons et nous n'allons jamais arrêter de l'interpeller sur la nécessité de renouveler la classe politique, sur la nécessité de renouveler la classe administrative, sur la nécessité de renouveler la classe syndicale. Même toutes les forces vives de la nation doivent se renouveler, même parmi les religieux, parce que le Gabon a besoin de se refonder. Pour moi, c'est cela le Gabon que nous devons avoir après la transition. Et je comprends fort bien qu'il y ait eu, et d'ailleurs, ça a été presque comme un laboratoire, la transition, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer, parce que si on passait directement d'un régime à un autre régime sans passer par cette transition, peut-être qu'on n'aurait pas vu toutes ces imperfections qu'il va falloir améliorer. Et c'est pourquoi, personnellement, je peux faire confiance à la candidature du président Odekingema, parce que je me dis que les 2 ans qu'il a passés lui ont permis de voir, de déceler les compétences. Et si vous regardez bien, dans mes différentes sorties, j'ai toujours parlé de pratiquer, par exemple, de détecter les David, de détecter les Samson, de détecter, de pratiquer la prière de Salomon. Ce sont là des personnages, des figures pour dans la Bible qui nous inspirent, qui devraient pouvoir inspirer, sachant que le président est un fervent chrétien. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas penser que ce que vous appelez entre guillemets les éléphants blancs, parce qu'on ne peut pas tout construire aussi. Hein, Paris ne s'est pas construit en un jour. Il faut du temps. 2 ans, c'est pas aussi suffisant pour en commencer un projet, par exemple, de construction d'une route de, je prends un exemple bête comme ça, 500 km, ou bien de construire un bâtiment de 10 ou 15 étages, je finance ça en moins de 6, 7, 8, 9 mois. C'est pas aussi évident. Je pense qu'il n'y a pas d'éléphant blanc. Il y a des chantiers qui se poursuivent parce que justement, ça obéit à un timing tout à fait logique et cohérent. Et je pense que le président, tout le monde le voit, je ne voudrais pas utiliser le verbe se bat, mais je pense qu'il fait tout. Il ne ménage aucun effort pour répondre aux attentes de tous les Gabonais. Malheureusement, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. On voudrait quand même demander au président du Cercle de réflexion populaire sur la transition les perspectives de votre plateforme. Aujourd'hui, la transition est presque à son terme. Quelles sont les perspectives du Cercle de réflexion
populaire sur la transition. Bien, mais c'est très simple. Comme l'indique déjà le libellé, cercle de réflexion populaire sur la transition. Ça veut dire que notre cercle est censé s'arrêter avec la fin de la transition. Parce qu'au-delà de ça, il n'y aura plus la transition et chacun devra retrouver ses activités en interne. Je voudrais vous rappeler, malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens ne considèrent que ce qu'ils voient. Ils ne veulent pas lire et regarder, écouter ce que les gens disent attentivement. Parce que je suis peut-être même le premier, sinon le seul dans ce pays, depuis 6 ans, qui parle de patriotisme, de dignité, de travail. Allez simplement consulter vos archives sur Google, vous allez tomber sur Gabon, mouvement Mon Gabon. J'ai mis en place le mouvement Mon Gabon. Pourquoi? Et la devise de ce mouvement Mon Gabon, c'est patriotisme, travail, dignité. C'était en 2019 et nous sommes aujourd'hui en 2025 et en 2023, quand la transition arrive, elle met l'accent sur quelles valeurs? Sur ces valeurs dont je viens de parler. Ça veut dire que nous sommes cohérents. Nous allons retrouver notre combat, celui de prôner le patriotisme, le travail et la dignité des Gabonais. Nous n'allons jamais cesser de travailler avec mes amis du Cercle de réflexion populaire sur la transition. Nous nous entendons bien et donc nous allons continuer ce combat à faire tout pour que seuls les intérêts des Gabonais prévalent. Alors, les élections présidentielles approchent à grands pas. Vous avez un mot de fin à donner à vos compatriotes Oui, aujourd'hui? j'ai un mot de la fin qui est très simple. C'est celui de dire que vraiment nous n'avons pas besoin de nous opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, nous assistons à un spectacle à la fois ahurissant mais surtout triste de voir que certains veulent opposer le Haut-Ogooué au Wolentém. Et vous voyez aussi que même à l'intérieur de Wolentém, il y en a qui veulent s'opposer. À l'intérieur du Haut-Ogooué, les gens veulent s'opposer. C'est comme si on voulait diviser à outrance ce pays. Je ne suis pas pour que on chasse, on refuse comment dire ça, qu'on refuse l'expression démocratique aux autres. Je suis pour que tout le monde s'exprime. Ce qui s'est passé à Munich est à condamner. Je ne peux en aucun cas le tolérer parce que je suis un démocrate. J'ai toujours rêvé de la démocratie dans mon pays. Même sous Ali Bongo, que j'ai défendu, mais j'ai toujours rêvé de la démocratie. Et si Olivier m'arrive et qu'il nous donne cette possibilité, pourquoi vouloir retomber dans ses travers? Je suis pour que ce pays reste uni. Je suis pour que notre pays, moi je me sens bien dans le Haut-Ogooué, dans l'Angounié, dans l'Anyanga. Je vous ai dit tantôt que j'ai appris dans le Boué maritime. Mon père était instituteur. J'ai fait le tour du Gabon. Je suis pour un Gabon uni. Et donc, j'invite solennellement, humblement, très respectueusement les hautes autorités, les plus hautes autorités de la République, donc de la transition, à prendre à bras le corps et à mettre rapidement fin à ce qui s'apparente déjà comme des symptômes de ce que nous allons voir après l'élection présidentielle. Donc, c'est ce cri du cœur que je voulais lancer aux plus hautes autorités pour dire attention, attention, attention. La seule chose, la seule capacité que Dieu nous a donnée, c'est cette capacité d'analyse. Nous analysons à partir de ce que nous voyons et comme le dirait un philosophe, les signes sont sur les murs. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de retomber dans ce que nous avons tant redouté en 2023, à savoir des violences après le présidentiel. Merci, docteur, de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui pour nous donner la substance de votre analyse concernant la situation politique aujourd'hui. Merci, cher Internet, de rester connecté sur toutes nos plateformes. Information continue.